Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, mesdames, messieurs, chers partenaires, chers intervenants, chères intervenantes, chers libraires, chers amis, c'est avec une immense joie et une certaine émotion que nous vous souhaitons la bienvenue à cette deuxième édition de l'Université d'été de l'École de la librairie. Après une première édition en 2023 consacrée aux sciences humaines, nous avons souhaité poursuivre cette dynamique de réflexion collective et de formation ouverte en consacrant cette année notre programme à un thème qui nous tient particulièrement à cœur, les littératures traduites. Si la première université d'été nous avait permis de mieux comprendre le monde à travers les savoirs qu'il produit, celle-ci nous propose de le traverser à travers les récits, les langues et les imaginaires qui le constituent. Nous avons voulu faire de cette université un lieu de circulation des idées, de rencontre entre professionnels du livre et d'exploration des marges. Car s'il est une richesse précieuse mais souvent fragile, c'est bien celle de la bibliodiversité. Cette diversité éditoriale qui garantit la vitalité de nos librairies. Pendant ces 2 journées, nous explorerons ensemble les multiples facettes de ces littératures, leur traduction, leur diffusion, leur réception en librairie. Les tables rondes, les rencontres, les débats et les moments informels seront autant d'occasions de faire circuler la parole et les idées, dans l'esprit même de ce que nous défendons, une culture du lien, de la curiosité et de la nuance. Nous tenons ici à remercier très chaleureusement celles et ceux sans qui cette aventure ne serait pas possible. En premier lieu, toute l'équipe d'Atlas, je ne sais pas où vous êtes exactement, mais en particulier Jörn et Gabriel, qui ont été des partenaires essentiels dans la conception de ce programme. Leur expertise et leur engagement en faveur de la traduction littéraire sont inestimables, et la confiance mutuelle et immédiate ont été un vrai bonheur dans les préparatifs menés ensemble. Merci beaucoup à vous deux. Nous remercions aussi la Sophia, qui a répondu de nouveau présente pour cette nouvelle édition, et avec encore un peu plus d'engagement à nos côtés. En ces temps compliqués, leur soutien est plus que précieux. Merci beaucoup. Nous remercions également Livre Hebdo pour leur partenariat précieux et leur soutien continu, notamment à travers la remise du Grand Prix des librairies 2025, que nous aurons le plaisir d'accueillir ici même demain matin. Nous remercions aussi le Théâtre Debussy et la mairie de Maisons-Alfort pour leur accueil et leur appui logistique, sans lesquels rien de tout cela ne pourrait se faire. La mairie soutient l'école et la ruche depuis leur arrivée à Maisons-Alfort en 2020. Encore un grand merci. C'est bientôt fini. Un immense merci également aux libraires qui ont accepté de partager leurs expériences dans le recueil d'entretiens que vous avez entre les mains. Marion Speyer de la librairie Le Vrai Lieu à Gradignan, Marianne Bettina de la librairie L'Astragale à Lyon, Laura Raoul de la librairie Le Phénix à Paris, Fabrice Domingo et Ariel Préto de la librairie Terra Nova à Toulouse et Pascal Thiot de la librairie 1000 pages à Vincennes. Grâce à leurs témoignages, ce recueil prolonge la réflexion de ces 2 jours en nous donnant à entendre la réalité du terrain, les convictions et les combats quotidiens des libraires pour faire vivre ces textes. Nous tenons également à saluer et remercier l'ensemble des modérateurs et modératrices, intervenants et intervenantes des tables rondes, qui ont accepté de nous accompagner dans cette aventure intellectuelle et humaine. Leur générosité et leur expertise nourriront, j'en suis sûr, les échanges à venir. C'est à moi. Enfin, un très grand merci à l'équipe de la librairie La Ruche qui nous accueille ce soir pour une rencontre exceptionnelle avec José Camoun et à l'équipe de l'école, bien sûr, qui porte ce projet avec énergie et conviction. Je pense tout particulièrement à Lauriane Ledus et Jean-Christophe Millois pour leur implication constante, leur créativité et leur rigueur. Merci, merci, merci à vous deux. Rien de tout cela ne serait possible sans vous. L'université d'été est un lieu de pause, d'apprentissage, de ressourcement professionnel, mais c'est aussi un engagement. Celui de ne pas céder à la facilité, celui de ne pas croire que le hors-livre sauvera la librairie, celui de résister, de croire que les livres, les bibliothèques et les librairies ont et auront encore leur place, et même leur plus noble place. Je pense qu'on peut également remercier Caroline Meneghetti, qui n'était pas citée, mais merci beaucoup, pour toute cette implication et cette belle réussite. Alors nous vous souhaitons à toutes et à tous une très belle immersion dans cet archipel littéraire, que ces 2 journées soient riches de découvertes, de partage et d'envies nouvelles pour faire vivre ces voies indispensables. Merci et bonne université à toutes et tous. Merci.
Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent à cette université d'été. Donc, je voulais vous remercier d'avoir répondu donc, à cet événement. Il fait très chaud. Vous êtes venus quand même assez nombreux, compte tenu de cette canicule qui traverse la capitale et qui ne nous aide pas vraiment dans nos déplacements. Je dis nous, je pense aux organisateurs, bien sûr, je pense aux partenaires de l'université d'été, aux modérateurs et participants des tables rondes, mais aussi à tous les protagonistes de la chaîne du livre. Il y en a pas mal ici, je crois, qui sont impliqués chaque jour dans la diffusion des textes de création. Donc merci, merci, merci. Le projet, là, je vais en parler un petit peu, et dire un peu l'histoire, comment ça s'est fait... comment ça s'est conçu un peu cette histoire. Donc lorsque Caroline Meneghetti, il faut bien la citer quand même, a pris la direction de l'école en 2019, il était devenu évident pour elle qu'un organisme de formation avait un rôle à jouer dans la réflexion sur le métier de libraire, en s'appuyant sur la parole de ses acteurs principaux, c'est-à-dire les libraires. Il était même injuste, selon elle, que cette parole ne soit souvent réduite qu'à des apparitions médiatiques sous forme de pastilles ou de témoignages sur la situation économique des commerces, et qu'il n'existe quasiment aucun espace susceptible de laisser une réflexion se construire hors du champ des réseaux sociaux, hors du champ de la réaction immédiate ou promotionnelle. Bref, il s'agissait de créer un espace où des professionnels et des experts de l'assortiment pourraient s'exprimer avec un recul nécessaire. S'inscrivant dans la longue tradition des revues, cet espace a pris la forme d'un recueil d'entretiens mené avec des libraires en poste et destiné à une publication hors commerce, sous le logo de l'école de la librairie. Je ne sais pas si ah oui, voilà, c'était ça. Donc ce volume inaugural est paru en 2023. Il a été consacré aux sciences humaines. Cette thématique, à l'époque, s'est imposée à nous de façon assez évidente, à un moment où le secteur revivait un âge d'or comparable à celui des années 60. L'engagement des libraires sollicités, puis l'accueil particulièrement enthousiaste des acteurs de la branche vis-à-vis de ce projet, nous ont proprement galvanisés. Et pourquoi ne pas trouver un prolongement susceptible d'approfondir des réflexions soulevées dans ces entretiens, nous nous sommes dit. Aussi avons-nous décidé de créer une journée d'études consacrée aux sciences humaines. La seule date que nous avions trouvée pour concrétiser cette envie était au début du mois de juillet. Nous avons pensé, compte tenu de la date, le projet est un peu risqué, mais allons-y quand même. Si nous parvenons à réunir une vingtaine ou, dans les rêves les plus fous, une trentaine de personnes, nous aurons vécu notre quart d'heure warholien. Résultat des courses, 80 personnes ont réussi à obtenir le diplôme de la ligne D du RER ce 6 juillet 2023. 6 juillet. Ces 80 personnes, manifestement, ont pu ensuite retrouver le chemin de leur domicile, ce qui nous a rassurés. Donc je vous rassure, vous devrez rentrer chez vous ce soir et revenir demain si vous pouvez. Ça marche bien. Il y a une histoire avec la ligne D, c'est une privette. Le premier tirage de 1000 exemplaires des questions d'assortiment a été épuisé en 5 mois. Il est vrai qu'il était gratuit, mais tout de même, il parlait beaucoup d'anthropologie, de structuralisme. Bref, nous avons rencontré un succès, modeste certes, mais un succès stimulant. Alors, tandis que le secteur des sciences humaines, durant ces 10-15 dernières années, a fait l'objet d'un renouvellement des comportements d'achat, la littérature traduite a subi, quant à elle, un reflux significatif. Alors, je ne parle pas de la littérature comme secteur considéré dans son ensemble. C'est un secteur qui comprend la littérature francophone ou française, littérature de voyage, le polar, l'imaginaire, la new-romance, le théâtre, la poésie, etc., etc. Ce secteur, au global, reste plutôt stable en termes de part de marché. Là, je veux parler de la littérature traduite, celle qui s'importe en France. Un article du Monde daté de janvier 2024, voilà, il est éloquent, montre qu'en 2012, sur les 100 meilleures ventes en littérature, il y avait 45 romans étrangers. Aujourd'hui, donc en 2023, si on veut, il n'y en a plus que 12. Donc, une division par 3. On en avait parlé beaucoup avec certains libraires qui avaient constaté ça de façon empirique. Donc, à première vue, les ventes de nouveautés en littérature traduite auraient été divisées par 3. Et ce constat a été partagé par les 6 libraires qui ont bien voulu répondre à nos entretiens, et puis par les observations d'autres confrères. Je vais vous aider dans le calcul. Il fait 40 degrés. Dans les années 2000, vous achetiez à l'office par 30 exemplaires, vous pouviez raisonnablement en vendre une centaine. Aujourd'hui, ce même livre sera acheté par 10 exemplaires
avec l'espoir d'en vendre une trentaine. Je pense que les éditeurs et éditrices qui sont présents ici voient à peu près ce genre de tendance. Donc, ce phénomène a de quoi nous alerter, dans la mesure où, en littérature, contrairement à d'autres secteurs comme la BD ou la jeunesse, la dynamique de nouveauté est très forte et qu'elle n'est pas nécessairement compensée par des ventes de fonds de catalogue sur le plus long terme. La question de la littérature traduite est centrale aujourd'hui et préoccupe l'ensemble des acteurs du monde du livre. Nous vivons dans un pays où le maillage des points de vente est le plus dense au monde, avec une puissance de prescription que cela implique, qu'on connaît chez les libraires. D'autre part, on ne cesse de découvrir, à la faveur de la mondialisation, de nouvelles littératures, de nouvelles langues. Et l'offre éditoriale n'a cessé de se renouveler. De plus, la proportion des romans traduits par rapport à l'ensemble des traductions se stabilise sur ces dernières années autour de 30%. Malgré notre engagement, malgré nos expertises respectives, quelque chose nous échappe dans cette baisse du chiffre d'affaires. Comment expliquer cette défection du lectorat sur ce secteur? Une certaine défection. Nous avons quelques éléments de réponse. Baisse de la lecture, repli sur soi, érosion du gros lectorat, parce que les jeunes ne lisent pas, mais les vieux non plus, donc ça nous coince. Attrait pour d'autres secteurs, etc., etc. Mais dans l'ensemble, nous ne faisons qu'avancer des hypothèses. Toujours est-il qu'il importe aujourd'hui de regagner les faveurs d'un public plus large et peut-être d'en séduire un nouveau. Alors, il va de soi que l'école de la librairie, en tant qu'organisme de formation, a son rôle à jouer. D'abord, en maintenant un dialogue avec les acteurs du circuit des ventes et avec les institutionnels de la branche. Ensuite, en effectuant de manière assidue une veille métier, au même titre que les libraires en poste. Enfin, en questionnant et renouvelant son approche pédagogique. Alors, qu'est-ce que ça signifie, questionner et renouveler une approche pédagogique? Voici ce que ça engage pour nous. Comprendre les besoins des libraires en poste et en devenir, avoir un retour sur les contenus de formation et sur leurs animations, proposer des contenus avec des objectifs concrets et applicables en magasin, proposer des formations attractives, mener des formations participatives, parce que, en tout cas, le moins magistral possible, puisqu'on sait que ce qui est énoncé dans une salle entre par une oreille et ressort tout de suite par cette même oreille. Donc c'est pour ça qu'on met des visuels, parce que c'est ça que vous allez retenir en fait, plus que tout ce que je viens de dire. J'en ai bien conscience. Avoir une équipe de formateurs et formatrices expertes en leur domaine, connectés avec les réalités de la vente au quotidien. Être force de proposition sur les problématiques métiers. Voilà, je m'aperçois que c'est un programme qui fait très beau sur le papier. Est-ce qu'on va le tenir? Je ne sais pas, on va essayer en tout cas. Et d'un point de vue pédagogique, soyons francs et clairs, le traitement de la littérature traduite est très complexe. Quand il s'agit de la littérature française, par exemple, nous avons acquis un certain nombre de repères durant nos années de lycée, enfin dans le cursus scolaire. Ainsi, lorsqu'on propose aux libraires une formation d'une journée sur la littérature française contemporaine, nous savons que nous pouvons nous appuyer sur une culture scolaire commune à chacun. Des grandes dates, des grands mouvements, des grandes figures. Ce qui nous permet de traiter le sujet contemporain d'une manière des fois chronologique ou par genre. L'autobiographie, le social, l'historique. Mais quand il s'agit des littératures traduites, par quel bout attaquer un tel morceau? Comment espérer donner une vision synthétique au terme des 7 heures de cours qui nous sont allouées? Cette difficulté méthodologique explique pourquoi nous avons autant tardé à inscrire au catalogue une formation qui lui soit spécifiquement consacrée. La première a eu lieu en avril de cette année et elle a été plébiscitée. La prochaine aura lieu en octobre. La date est à confirmer, mais en tout cas, vous avez senti le placement de marque subtil. Donc pub, on vous dira où vous orienter pour trouver cette magnifique formation. Pour les apprentis du brevet professionnel, leur formation s'effectuant en 2 années, nous avons les moyens, c'est-à-dire le temps, de segmenter à hauteur d'une 50aine de séquences, si bien qu'ils et elles auront des cours sur la littérature de langue allemande, sur la littérature sud-américaine, sur la littérature nordique, etc., etc. Nous pouvons ainsi prétendre à une certaine exhaustivité. Or, pendant longtemps, nous avons, inconsciemment sans doute, ou par manque de clairvoyance, passé sous silence le rôle et les enjeux de la traduction dans la circulation des textes. Aujourd'hui, il existe dans notre maquette un cours qui traite spécifiquement de ce sujet. Voici 2 exemples, voilà, elles étaient antérieures, voilà 2 exemples d'actions concrètes
Il en existe d'autres, comme les rencontres régulières avec les éditeurs. Il y en a parmi ici qui connaissent l'école et qui viennent régulièrement, ou comme celle qui nous réunit pendant ces 2 jours. Et nous savons que l'entrée dans le métier par la porte de la littérature étrangère ne saurait être considérée comme un acquis ni comme une évidence. Nous devons rester vigilants et modestes. Pour la vigilance, ça ira, la modestie, on verra. On va essayer aussi. En tout cas, vraiment, vigilant et modeste, je pense qu'on ne peut pas se permettre de dire ça vient tout cru, quoi. Pour le dire de façon simple. Et c'est certainement le constat qu'ont dû faire les 4 éditeurs à l'origine du projet, d'ailleurs et d'ici. Je cite, je nomme Raphaël Libart pour Stock, Joachim Schnerf qui sera là demain pour Grasset, Tiffany Gassouk chez Gallimard et Francis Geffard chez Albin Michel, qui ont décidé au printemps dernier de mutualiser leurs efforts pour effectuer une tournée de libraires en compagnie d'auteurs émergents venant de leurs catalogues respectifs. Un projet qui me paraît tellement judicieux qu'il semblait utile de le signaler ici. Avant de laisser la parole à Jörn Combrelin, qui a réussi à venir jusqu'à nous depuis Arles et à l'heure, je voudrais rappeler quelle importance revêt le rôle des traducteurs et traductrices et souligner leur influence dans les étapes de la promotion des œuvres. Ils et elles connaissent les rouages de la vie littéraire du pays, de la langue source, et sont souvent des découvreurs, mettant leur expertise au service des maisons d'édition en quête de nouveaux talents. Par ailleurs, ils et elles sont en mesure, comme l'indique le guide de la traduction littéraire, j'ouvre les guillemets, constituer un interlocuteur précieux dans les médias. C'est pourquoi il n'est pas rare qu'ils soient sollicités pour présenter un écrivain dans le cadre d'une interview ou d'une remise de prix. Enfin, pour ce qui concerne plus précisément les libraires, les traducteurs et traductrices peuvent fournir un renseignement essentiel et notamment permettre de distinguer une traduction d'une autre lorsqu'il en existe plusieurs, comme c'est souvent le cas pour les textes majeurs. Je citais encore, je pense qu'on peut remplacer textes majeurs par les textes tombés dans le domaine public. Orwell, Cervantes, qui ont fait l'objet de traductions médiatisées fortement. Donc d'une manière générale, pour les libraires, identifier le traducteur ou la traductrice d'un texte a de nombreuses vertus, parmi lesquelles s'assurer la qualité d'un texte d'arrivée, s'appuyer sur l'autorité et la renommée d'un traducteur ou d'une traductrice pour étayer une vente conseil auprès de la clientèle, s'informer sur les autres œuvres émanant du même traducteur. C'est une manière d'établir un corpus permettant d'élargir efficacement son champ de lecture. Mais surtout, il importe d'évoquer l'un des caractères de leur métier qui dépasse, on va aller plus vite comme ça, qui dépasse les compétences techniques. Là, je vais citer Laure Murat, et précisément, toutes les époques sont dégueulasses chez Verdier. Donc je recommande la lecture chaudement, si vous avez bien compris, qui me paraît en avoir donné une définition particulièrement évocatrice. Je cite, dans le cas de la traduction, c'est la destination linguistique qui oblige le traducteur ou la traductrice à trouver une équivalence pour un public et un contexte étranger. Il y a donc transposition, voire transfiguration de l'œuvre de départ, pour produire un objet poétique nouveau. On a entendu des mots comme linguistique, contexte, poétique. Ces mots, employés ici, nous propulsent au centre d'un débat né il y a plus de 2500 ans, lorsque Platon opposait Cratyle à Socrate. Les noms ont-ils un lien direct avec leur signification, l'onomatopée, miaou, ou bien les noms sont-ils une parole signifiante, par convention, un signe arbitraire, Maos, souris. Alors s'il y a bien une catégorie d'êtres humains qui joue au chat et à la souris avec ces notions, ce sont les écrivains et les écrivaines. En guise de conclusion, et pour essayer de mesurer ensemble quelle est la tâche quotidienne des traducteurs et traductrices, je vous propose de participer à un petit jeu. Après tout, c'est quand même un centre de formation qui organise ce colloque. Alors voici la consigne. Soyez attentifs. À partir des extraits suivants écrits en français, trouvez une équivalence pour un public et un contexte étranger. 1. Ce vers de Racine. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? 2. Ce quatrain de Verlaine. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend. Ce titre de Camus, ici le public est anglophone, l'étranger.
Foreigner, Stranger. Et puis enfin, une petite blague de récré, ou de fin de semaine, comme on veut. La question est, que dit la fraise lorsqu'elle monte sur un cheval? La réponse est Tagada. Bah, allez, quoi, F8. Merci pour votre attention. Je vous demande maintenant d'accueillir Jörn Cambrelin, le directeur d'Atlas. Bonjour à tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait? On reste debout, on va s'asseoir? S'asseoir? Oui, on va s'asseoir. D'accord, ok. Ah, On enlève ça peut-être. On va juste une gorgée d'eau. Oui. Donc, on va faire les choses simplement, en fait, poser 2-3 questions pour qu'on puisse entrer dans le vif du sujet maintenant. Voilà. Donc, Jörn, on aimerait bien avoir une présentation à la fois de ton parcours, des missions, et expliquer quelle est l'activité d'Atlas. D'abord, je ne vais pas faire long sur les remerciements, mais à mon tour de remercier pour ce partenariat qui s'est avéré dans le temps extrêmement agréable, fluide. C'est vraiment un plaisir et un bonheur de travailler avec vous, avec Lauriane, avec toi. Pour en venir à ta question, je suis venu à la traduction après un premier métier qui était d'abord comédien et puis conseiller littéraire, dramaturge au théâtre. Et je fais partie de cette génération qui est rentrée dans la traduction sans passer par les études et l'université, mais plutôt par le fait d'être bilingue au départ et d'avoir découvert soudain, comme on découvre la pénicilline, que j'avais vraiment un grand plaisir à le faire, ce que je n'avais pas éprouvé avant. C'était une demande. Voilà. Donc je m'y suis lancé, j'ai pratiqué ça parallèlement à mes métiers de théâtre. Et puis, il se trouve que un jour, j'étais en résidence au Collège international des traducteurs littéraires à Arles, et que j'ai trouvé ce lieu fabuleux. C'était en 1995 pour ma toute première traduction qui allait être publiée. Et à partir de là, j'ai continué mon parcours dans le théâtre, mais j'ai gardé dans un coin de ma tête cet endroit. Et quand le poste de directeur a été mis au concours en 2008, j'y suis retourné et je ne l'ai pas quitté depuis. Ça fait un peu plus de 16 ans. C'est un endroit qui est exceptionnel, que je compare volontiers à une abbaye de Thélème. C'est un endroit qui permet aux traducteurs qui exercent un métier très solitaire à la fois de rencontrer des pairs, d'y sortir de la solitude de son exercice et de faire un pas de côté pour réfléchir à ce qu'il fait, un peu comme ce qui a été décrit sur l'école de la librairie, mais aussi un endroit qui permet donc de se concentrer, d'avoir un temps privilégié, comme pour une résidence d'écrivain, mais là, avec un outil qui est vraiment fait avec une bibliothèque de 22 000 volumes qui s'adresse vraiment aux traducteurs littéraires, où il y a tous les usuels, tous les dictionnaires qu'il faut, il y a un grand rayon de traductologie, il y a une bibliothèque de l'honnête homme pour aussi trouver ce qu'on ne cherche pas. Et puis, il y a dans cet endroit la possibilité donc de venir y faire une résidence de traduction individuellement, mais aussi la possibilité de réunir des groupes pour des formations. Notre activité d'Atlas, qui porte donc le collège, c'est à la fois d'offrir cette résidence, de soutenir le travail des traducteurs à travers cet outil qu'on leur offre, mais aussi de provoquer la rencontre à travers les assises de la traduction littéraire, qui sont le geste fondateur en fait de cette association. Qui existe depuis quand Qui existe depuis 1984. La fondation de l'association l'ayant précédée tout juste. Mais donc nous préparons actuellement les 42e assises qui, chaque année, articulent une programmation autour d'un thème. Et ce thème varie d'année en année. Alors évidemment, la 42e, il y a des recoupements, mais quand même, on arrive à chaque fois à trouver un angle nouveau. Et cet angle sera cette année traduire sous contrainte, ce qui paraît un petit peu pléonastique a priori.
mais c'est très vaste, et c'est pour ça qu'on va avancer en particulier sur deux jambes, celle qui concerne la censure et l'autocensure, et celle qui concerne les contraintes formelles, les contraintes qui ont lieu dans toutes les expérimentations littéraires qu'on connaît, oulipiennes et autres. Alors, notre activité, donc j'ai dit, c'est le Collège des traducteurs. Ça aura lieu quand, ça, Du 7 au 9 novembre. C'est toujours le week-end le plus proche du 11 novembre, qui est notre date où on se réunit. Alors, je dis on, c'est la profession initialement. Les assises portent encore, par leur nom, la trace de cette rencontre professionnelle que c'était au départ, dans les premières éditions. Aujourd'hui, c'est une manifestation littéraire. Je ne dis pas un festival, c'est parce que c'est un peu différent, mais une manifestation qui est vraiment ouverte à tous et toutes, donc à l'interprofession et au public curieux de littérature étrangère, et qui réunit, l'année dernière, en tout et pour tout, 560 personnes qui viennent passer un week-end là, y compris d'ailleurs un peu de public local maintenant qu'on a réussi à développer. Mais c'est un rendez-vous annuel qui a vraiment pris une dimension d'aventure intellectuelle partagée entre professionnels et non professionnels. Dans les autres, et là j'en viens à notre sujet après, dans les autres activités que nous portons, il y a une activité de formation continue et de formation et de professionnalisation, c'est-à-dire de cette étape entre la formation initiale et l'exercice professionnel. Cette professionnalisation, on l'a mise en place surtout dans les années 2010 à travers un programme qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelle La Fabrique des traducteurs. Ce programme a permis d'accompagner dans leur début des traducteurs qui étaient porteurs d'un projet non publié encore, avec plusieurs tutorats. Ils faisaient des résidences de 10 semaines, donc c'était vraiment un programme d'immersion très solide. 150 personnes sont passées par là. C'est on peut dire, une génération de traducteurs qui s'est fondée là, et toujours sur un principe de réciprocité, en faisant travailler des traducteurs vers le français avec des traducteurs depuis le français, épaule contre épaule, pour avoir une sorte de dictionnaire vivant à côté de soi, mais aussi créer des réseaux de solidarité qui perdurent. Et de ce programme-là est née la volonté déjà de faire connaître ce qui s'y faisait, et de les clore à chaque fois par des lectures publiques faites par les traducteurs. Parce que l'expérience, bon, après c'est un peu mon expérience théâtrale qui a parlé au début, mais l'expérience de dire en public sa traduction est un moment où les antennes sont dressées et où on entend des choses sur grâce à la réception, des choses très fines. Donc passer par cette expérience nous a paru important, fondateur. Et puis après, eh bien, on a voulu pousser les choses un peu plus loin, les transformer, et de ces lectures publiques qu'on appelait encre fraîche, avec quelques-uns de ces 150 qui sont venus chez nous, et on a voulu leur proposer des résidences d'exploration, et ça s'est appelé Levée d'encre. Levée d'encre, jeu de mots, bon, okay, voilà, mais qui a permis à des gens d'avoir une bourse pour aller à l'étranger et revenir avec un portfolio de textes. On a fait ça une première fois à l'occasion d'un programme en 2013 qui était de Manifesta, qui était donc une biennale d'art contemporain à Marseille et pour laquelle on a proposé ça. Ensuite, on a pu le refaire en 2020. Il y a eu aussi un autre cadre comme ça de festival, 2022-2023. Et puis on s'est dit, en fait, il faudrait développer ça à une échelle beaucoup plus importante. Et on en a fait le cœur d'un projet européen qui s'appelle Archipelagos. Voilà. Tu m'amènes directement sur la deuxième question que Je te laisse poser la question. Non, mais c'est parfait. Pardon, je ne tiens pas du tout. C'est très bien. Donc, c'est ça qui nous a amené à vouloir faire un peu effet de système pour que l'impact soit plus massif que celui qu'on a pu avoir avec les quelques-uns au départ. Et donc articuler ce projet qui est un projet de coopération de moyenne échelle, où justement on nous demande d'avoir un effet systémique sur la profession, et de proposer donc comme cœur de ce projet des résidences d'exploration pour des traducteurs. Et on a monté ça avec donc 12 partenaires européens, 8 qui participent au budget, et puis d'autres comme vous, l'école de la librairie, qui nous apportaient vraiment leur savoir-faire, leur concours et leur énergie. Et c'est
ces partenaires ont chacun organisé également à leur échelle telle ou telle partie du programme à laquelle ils ont voulu s'associer. Donc les résidences, elles ont lieu à la fois chez nous, en République tchèque, en Pologne, et en Bulgarie, mais également on peut envoyer quelqu'un en résidence en Grèce si son projet c'est de collecter la littérature contemporaine ou le théâtre contemporain grec et de revenir avec des propositions à faire aux éditeurs. On a donc pensé ça, et puis c'était, je crois, au moment de la conception du projet, il y a eu un échange lors d'une réunion autour de la littérature arabe avec Farouk Mardambey, et à son insu, il m'a donné l'idée du deuxième volet pour lequel on est là aujourd'hui. Farouk Mardambey, qui dirige la collection Sinbad chez Actes Sud et qui était à l'Institut du monde arabe, responsable de la bibliothèque, je crois, ou quelque chose. Alors ça, je l'ignore, mais effectivement, je le connais en tant qu'éditeur. En tant qu'éditeur, oui, mais juste pour situer ça. Ouais, d'accord. En tout cas, qu'il y ait une connaissance un peu. Voilà. Bon, c'est quand même le monsieur qui a fait 80% du travail, disons, pour la réception de la littérature arabe en France ces 30 dernières années. Et donc, il exprimait le fait, comme ça, c'était une conférence à laquelle il n'avait pas pu se rendre par visio, mais en disant, bon, après tout ce parcours, que finalement, il avait fait traduire énormément de choses, qu'il y avait beaucoup de choses qui terminaient au pilon, et que tout ça, c'était bien, bien triste, et qu'il ne fallait pas seulement s'occuper de stimuler l'offre, mais qu'il fallait également stimuler la demande. Et je me suis dit que oui, même si ce n'était pas notre rayon... On est au cœur du sujet. Voilà. La demande, voilà. Et que même si ce n'était pas notre rayon à nous, traducteurs, et qu'on n'avait jamais travaillé ou peu avec les libraires, que c'était vraiment le moment et l'occasion de nous associer avec vous, avec des gens aussi qui connaissent les réseaux de bibliothèques, et j'espère qu'il y a des bibliothécaires ici, on a essayé de les inviter, pour que celles et ceux qui sont au contact des lecteurs puissent également avoir une envie de partager leur connaissance des littératures traduites. Ça me paraissait très important d'avancer sur ces deux pieds, et donc on a inclus ça dans le projet européen, et puis on l'a inclus de façon... alors avec cette action-là, les webinaires qu'on a fait, et puis l'université d'été, et puis on va refaire quelque chose avec les apprentis libraires à la foire du livre de Francfort, et puis il va y avoir quelque chose en Espagne. En gros, les trois gros marchés européens qui font partie du projet, qui sont inclus dans le projet, sont les lieux où on va essayer de s'adresser également aux libraires et aux bibliothécaires. Je me permets de préciser, on a fait un cycle de webinaires de 8 webinaires qu'on a fait ensemble avec Atlas. On a interviewé des traducteurs et traductrices spécialistes de chacun d'une langue ou d'un pays. Et donc ça crée une bibliothèque de webinaires. Peut-être que Laurien, tu pourras préciser pour ceux que ça intéresse dans le cours des 2 jours, quoi. Voilà, mais ça c'est grâce aussi à notre rencontre en fait, hein, et c'était vraiment très stimulant en fait d'aller voir ça. Parce que même quand on connaît, qu'on travaille en librairie ou qu'on travaille au milieu des livres, on se fait piéger quand même. Et une dernière question avant de faire une pause introductive, je ne sais pas si ça existe, on va l'inventer. Tu parlais de la traductologie, et je pense justement dans le cycle des webinaires, il y avait une interview d'une traductrice, elle, qui faisait de l'extraduction, c'est-à-dire qu'elle faisait venir du français en tchèque, certains textes en fait. Et là, c'était un cas à part, parce que d'habitude, là, on parle d'importation, quoi. Et donc, tout ce travail-là, elle en parlait, et tu parlais de la littérature de contrainte, je me permets de rebondir là-dessus, c'est ce qu'elle avait traduit l'Anomalie de Letellier, qui, comme on le sait, est un olympien. Et elle disait que ça avait été marrant de travailler avec lui, puisque il avait donné, lui, des codes, en fait, une sorte de cahier des charges pour qu'on puisse se débrouiller avec ça, quoi. Et ça m'amène à une question plus large, et on va bien sûr avoir le temps d'en parler pendant ces 2 jours. En quoi ça consiste, en fait, le travail d'un traducteur, d'une traductrice? Comme je l'ai fait pendant le webinaire, je pense que je vais reprendre la même façon de répondre, qui est de... C'est pour ça que j'ai très pertinent. Donc, désolé pour ceux qui étaient déjà là. Mais bon, je vais essayer de partir des clichés, et pour dire c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Alors, parmi les clichés qui circulent le plus volontiers, il y a l'idée du passeur.
Le passeur, c'est celui qui amène d'une rive à l'autre, etc. Il y a un grand penseur de la traduction qui est Antoine Berman, qui parlait dans ses ouvrages, c'est quelqu'un qui a vraiment transformé la réception de l'idée de traduction dans les années 50-60, à partir, repensant la chose à partir d'un certain nombre d'auteurs allemands, de Goethe notamment. Et Berman parle de la position ancillaire du traducteur, donc ce qui veut dire qu'il est dans l'arrière-cuisine, il sert le texte et il s'efface. Et donc cette position de l'ombre est celle qui généralement sert de paragraphe d'accroche quand il y a quelque chose sur la traduction dans la presse. Elle est revendiquée par certains, il ne faut pas le nier. Il y en a d'autres qui se trouvent très bien dans la lumière, qui l'apprennent très bien, comme dans la population générale, on va dire. Et je crois que ça, donc la position du passeur, la position ancillaire, tout ça dresse un tableau dans lequel on a pour idée que une bonne traduction, c'est une traduction qui passe pour étant, qui pourrait avoir été écrite en français. Ça, on l'entend beaucoup aussi. Bon, tout ça a une part de vérité, mais cette idée de transparence, finalement, elle est aussi contrecarrée par d'autres choses, par d'autres pensées. La traduction a été pensée vraiment depuis longtemps par des gens comme Humboldt, comme Franz Rosenzweig, qui lui parle d'un serviteur de 2 maîtres, parlant des 2 langues, de la langue source, de la langue cible. Et donc la pensée de ça est plus complexe et plus riche, et ce vieux débat que tu fais remonter effectivement au dialogue entre Cratyle et Hermogène, arbitré par Socrate, c'est-à-dire entre que faut-il privilégier, le sens, le son, on n'en est pas quitte, il est toujours là, heureusement, même si les partisans d'Hermogène, donc du défenseur du sens, ont gagné, on a toujours Cratyle quelque part aussi, bien sûr. Toujours du A jaune ou du bleu. Voilà. Je sais plus dans quel ordre. Voilà, en tout cas, cette pensée de la traduction, elle se reflète aussi dans les rencontres littéraires qu'on fait autour de la traduction avec le public. Et on est à chaque fois surpris de voir combien les gens s'intéressent à cette technique et combien ils sont finalement gourmands de ce qui est comme ça un petit peu nimbé de mystère pour eux et qui finalement on pourrait penser qu'il s'agit là de débats purement techniques et que la traduction elle-même est un geste technique de translation d'une langue à une autre, mais on voit bien même à travers l'intérêt du public, même s'il n'est pas toujours bien renseigné, on voit bien qu'il s'agit aussi d'autre chose et que le traducteur fait un geste, la traductrice fait un geste artistique, c'est un artisanat d'art, et que ça a le mérite de dire qu'une traduction n'en vaut pas une autre. Oui, puis c'est un voyage au cœur de la langue, au cœur des textes aussi. Enfin, c'est ce qui passionne certainement juste sur la visibilité ou l'invisibilité des traducteurs et traductrices, quand même, est un débat qui est en train de s'estomper, je trouve. Alors, là, justement, nos amis de Livre Hebdo sont ici. Je crois qu'ils ont fait, il y a 2 ans, un gros dossier, ou 2-3 ans, sur les traducteurs et traductrices, qui a mis un peu les choses à plat, qui a montré effectivement que les traducteurs et traductrices n'avaient pas forcément envie de vivre cachés. Ils voulaient aussi qu'on parle un peu d'eux, parce que ce sont... Peut-être que tu vas contredire, ce sont aussi des interprètes d'une œuvre, ils ont aussi le droit d'avoir leur mot à dire, quoi. Non, je ne vais pas contredire, Atlas est là pour ça, en fait. Non, mais... Pour donner de la visibilité, ça fait partie du soutien. On voit bien que dans une profession qui est atomisée, et qui est vraiment un maillon économiquement extrêmement fragile de la chaîne du livre, il y a besoin de travailler ensemble, ne serait-ce que pour faire valoir le plus élémentaire de ses droits, qui est que le traducteur soit nommé, et soit nommé si possible en couverture. C'est l'objet d'un rapport européen qui a été très important, qui s'est fait il y a 2 ans,
qui s'appelle Translators on the Cover, les traducteurs en couverture, auquel je renvoie volontiers. Ça peut paraître de la littérature grise européenne, mais on y trouve beaucoup de chiffres, de sources, de choses et des préconisations qui nous paraissent très utiles à être mises en œuvre. J'en viens là aussi parce que ces questions sur lesquelles on a pu sentir un progrès pendant des années sont évidemment percutées par l'arrivée de l'intelligence artificielle. On va en parler très certainement au cours des 2 jours qui viennent. Qu'est-ce qui fait, en quoi consiste le travail du traducteur? Là aussi, on peut marquer un écart avec... il y a un écart tout à fait notable entre ce qu'est une traduction et ce qu'est un travail de post-édition. Je mets des guillemets parce que c'est une mauvaise traduction de post-editing. Cet écart, il se manifeste dans le fait que traduire, ça permet de penser. Moi, je peux dire de la traduction qu'elle m'a appris à écrire la langue française. Et je pense qu'on peut faire une comparaison avec... dans ce qui se passe entre traduire et en venir à faire de la post-édition, à ce processus de prolétarisation que décrit si bien Stigler et d'autres avant lui, peut-être que ça vient de Derrida, mais qui disent ce qui est à l'œuvre quand on nous enlève nos outils. Et quand, à partir de la matière brute jusqu'à la matière, jusqu'au produit, il y a une fragmentation des tâches. Et donc, il n'en parle pas en termes de rapports sociaux nécessairement, mais en termes d'analyse de ce que c'est le travail. Et ce qui est en train de se passer avec des outils que personne ne maîtrise, puisque les informaticiens eux-mêmes parlent d'une boîte noire, c'est qu'on est dans on est dans une inversion de ce que c'est un outil, puisqu'un outil est censé être utile. Et là, on a affaire à une dimension finalement tout à fait aliénante, au sens d'éloignement de soi. Et on a effectivement des résultats qui sont attestés par les sciences cognitives, par tout un tas de gens qui pratiquent déjà, qui ont déjà basculé là-dedans parce qu'ils travaillent dans la traduction plus pragmatique et qui sont soumis à un doublement des cadences et à une division par 2 de leurs revenus. Voilà. Donc ça, c'est effectivement pourquoi il est urgent toujours de repenser le travail de traduction, de se positionner aussi dans des débats publics. Et évidemment, cette question de l'IA générative nous intéresse parce que nous sommes en première ligne, mais je crois qu'elle intéresse aujourd'hui toute la société. Enfin, voilà. En tout cas, on a la chance en France d'avoir des associations, des dynamiques comme celle d'Atlas, mais aussi celle du CNN, puisque tout à l'heure, Rodé Solis, qui est présent ici, pourra nous expliquer aussi en quoi consiste le rôle du ministère via le CNL pour faire en sorte que les traductions depuis longtemps puissent avoir cette pérennité en France et qu'elles arrivent sur nos tables et en caisse. Donc je vous invite, vous avez vu la transition légère et élégante, à faire une petite pause et on va pouvoir inaugurer les tables rondes après cette pause. Je crois qu'on est Merci beaucoup. Merci beaucoup.